tantôt, je vous ai parlé un petit peu d'électronégativité, mais je ne vous ai pas expliqué clairement la définition de ce terme-là. Donc, ce qu'on va voir ici, on vous dit que l'électronégativité, en fait, c'est une attraction relative des atomes sur les électrons. C'est bien correct. Une autre façon, peut-être plus claire encore, moi, je vous dirais que c'est simplement la capacité d'un atome à attirer un électron. Et plus que cette capacité est forte, plus l'électron est électronégatif. Et des fois, ça amène une espèce de confusion dans votre tête parce que électronégatif, un électron s'est chargé négativement, plus ça ne fait pas de sens. Puis je suis un peu d'accord avec vous. Comment le négatif attire le négatif? C'est des positifs. Ben, ok, je suis d'accord avec vous. Donc, pas trop chercher à comprendre la définition pour pas trop se mêler. En fait, tout simplement, retenez que le terme électronégatif, c'est la capacité à attirer des électrons. Puis évidemment, ça va dépendre du nombre de protons dans l'atome. Plus que de protons, plus que de charges positives, ça va affecter sa capacité à attirer. Mais pour moi, c'est pas tellement important de savoir quel facteur va faire qu'il y ait plus électronégatif ou pas. Moi, c'est l'application pratique qu'on va faire en biologie. Quand vous allez voir, exemple, quelqu'un vous dit, bien, cette molécule-là, tel atome est plus électronégatif. Dans votre tête, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous traduisez ça en français. Hein? La biologie, c'est ça, en fait. C'est comme apprendre l'anglais ou une autre langue. C'est d'apprendre un certain vocabulaire, ce que je fais avec vous présentement. Puis éventuellement, c'est de mettre ça en idée claire dans votre tête. Puis là, après, vous soyez capable d'appliquer ça dans des situations pratiques. Donc, si je reviens à l'électronégativité, ce que je veux que vous sachiez, c'est quand je vous dis que l'atome A, exemple, je dessine un atome A ici, l'atome B, puis j'ai un électron qui traîne ici. Si je vous dis que A il est plus électronégatif que B, ça veut dire que A a une plus grande capacité d'attirer l'électron que B. Comme A est plus électronégatif, l'électron va se diriger de façon naturelle vers A. S'il y a le choix entre A et B, il va être attiré plus fortement. C'est comme une force, un peu comme un aimant. C'est comme si A avait un aimant plus fort que B. Plus que tu es électronégatif, plus que tu attires les électrons. Okay? Donc ça, c'est le premier concept extrêmement important. Si je vous donne un tableau périodique, ce qu'il faut savoir, c'est que si je me déplace de gauche à droite, dans ce sens-là, dans le tableau, pour une rangée donnée, évidemment, okay? Si je reste sur la même rangée, plus que je me déplace de gauche vers la droite, plus que les éléments vont être électronégatifs à la droite. Donc, en fait, les éléments vers la droite ont une plus grande capacité d'attirer les électrons. Exemple, le sodium, Na+, c'est vraiment dans la première colonne, hein, à la gauche du tableau périodique, puis le chlore est plus vers la droite. Mais c'est le chlore aussi qui va voler un électron. On sait que c'est un composé ionique maintenant, mais ce que vous savez, pour former ce sel-là, je dois tirer l'électron. Mais maintenant, je pourrais vous dire, vous connaissez la notion, que le chlore est plus électronégatif que le sodium. Donc, c'est lui qui va attirer l'électron. Okay? Donc, ça, c'est une première chose. L'autre élément, toujours dans le tableau périodique, pour une colonne donnée, si vous restez dans la même colonne, si je pars de l'élément du bas et je monte vers le haut, l'électronégativité va augmenter vers le haut. Donc, si je pars d'un élément qui est en bas ici, je ne sais pas, mettons B ici, puis j'ai un élément A en haut, bien, l'élément A est plus électronégatif que B, donc il a une plus grande capacité à attirer les électrons, donc on va dire qu'il est plus électronégatif. Maintenant, comme je l'ai fait déjà avec les composés ioniques, hein, il y a les composés ioniques et les composés covalents qui peuvent être polaires ou non polaires. Dans les composés ioniques, souvenez-vous, on avait vu qu'il y avait les acides, les bases et les sels. Maintenant, la question que je vous demande, dans les composés covalents, qu'ils soient polaires ou non polaires, quel type de molécule on va retrouver? Donc, dans ce cas-ci, quand je parle de molécules covalentes non polaires, si on veut réviser un petit peu la capsule, vous savez maintenant que non polaire, c'est un partage d'électrons. C'est covalent, c'est toujours un partage, mais dans ce cas-ci, c'est un partage égal, ce qui va faire des molécules hydrophobes, qui n'aiment pas l'eau, mais qui vont aimer les graisses, donc lipophile, ce qu'on avait déjà discuté. Ce que je vais ajouter maintenant, c'est 3 exemples. Okay? Et ça, c'est du par cœur. Il y en a plein d'autres. Je ne vous demande pas les autres, mais je vous en demande 3. Les gaz respiratoires, donc l'oxygène, le CO2 et les triglycérides, par cœur, si je vous demande de me nommer des substances qui sont non polaires, vous devez être capable de me dire que ces 3 substances-là sont non polaires. Et je vais plus loin que ça. Je veux que vous soyez capable d'appliquer le même raisonnement que j'ai fait avec vous autres tantôt.
Donc, quand je vous disais, est-ce que, par exemple, les triglycérides, c'est des molécules non polaires, je vous pose la question, vous ne connaissez pas la molécule. En fait, la molécule est ici. La molécule qui est dessinée, c'est un triglycéride. On en reparlera quand c'est le temps. Ça sera le temps plus tard. On va étudier cette molécule-là en détail. Je ne veux pas que vous appreniez la formule, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que vous pouvez déjà me dire, triglycéride, quel drôle de mot, vous ne connaissez rien là-dedans. Mais si je vous dis qu'un triglycéride, c'est une molécule non polaire, vous êtes déjà capable de me donner certaines informations sur cette molécule-là. Vous êtes capable de me dire que c'est un partage égal d'électrons, que ça fait une molécule lipophile, donc qui va bien entrer facilement dans les cellules et se stocker dans les cellules. Mais on va avoir de la difficulté à la transporter dans le réseau sanguin parce que le sang est fait d'eau, puis on n'aime pas l'eau dans ce cas-ci. Donc ça va déjà être difficile à assimiler dans l'eau, à solubiliser, puis à transporter. Et pourtant, vous ne connaissez pas du tout cette molécule-là, mais vous avez déjà des informations que vous êtes capable de déduire. Okay? Donc ça, c'est le genre de réflexion que je veux que vous fassiez, au-delà du par cœur, évidemment. Mais c'est vrai que je peux vous poser aussi une question de par cœur. Vous me dire, nommez-moi 3 molécules non polaires. Bien, que vous soyez capable de les reconnaître. Maintenant, si je regarde les liaisons covalentes non polaires, en fait, faire attention ici, hein, j'avais le non polaire, mais en fait, c'est des molécules polaires qui est écrit en bleu. Donc, si on fait un retour en arrière, je l'ai encerclé ici, non polaire, mais faites attention au terme ici. Hein. Donc, c'est vraiment les molécules non polaires. Et sur la figure ici, c'est les molécules polaires. Donc, encore une fois, ici, il y en aura 2 à apprendre par cœur. L'eau et le glucose, c'est 2 molécules polaires. Donc, si je vous demande de me les nommer, vous êtes capable. Maintenant, vous êtes capable de me dire des informations. Exemple, l'eau, ça va de soi. C'est sûr que l'eau aime l'eau, là. Mais le glucose, peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes capable de me dire, comme c'est une molécule polaire, bon, c'est covalent, donc un partage d'électrons, mais comme c'est polaire, c'est un partage inégal. Et le fait de partager de façon inégale les électrons, ça va créer, le glucose, une molécule qui est hydrophile, mais à la fois hydrophile, ça aime l'eau, elle n'aimera pas les graisses, donc lipophobe. Et on a la structure ici du glucose, je ne demande pas de la prendre par cœur, mais ça veut dire que tous les liens chimiques que je pointe présentement entre les différents atomes sont de type covalent non polaire. Donc les partages d'électrons, exemple entre l'oxygène ici et le chlore, n'est pas tout à fait pareil. Okay? Et ça veut dire que ce partage inégal d'électrons entre les deux rend la molécule de glucose hydrophile. Alors, on revient au même raisonnement. Vous savez, de toute façon, instinctivement, vous en doutiez, mais maintenant, on peut dire que le glucose est clairement hydrophile, donc ça va bien se dissoudre dans l'eau, dans le sang, le plasma sanguin. Donc, c'est très facile de la déplacer. Si vous mangez du sucre et vous le digérez, une fois assimilé et absorbé au niveau du réseau sanguin, ça va se déplacer tout à fait facilement, parce que ça va bien se dissoudre dans le plasma qui est fait d'eau. Et la preuve, c'est que si vous prenez une cuillère de sucre que vous mélangez à de l'eau, elle va disparaître, ça solubilise facilement. Par contre, c'est une molécule lipophobe, donc ça va être plus difficile de la faire rentrer dans les cellules. C'est possible, ça va nous prendre un système de transporteur puis de mécanismes moléculaires plus complexes pour faire passer l'eau ou le glucose. Donc, en fait, une cellule a besoin d'eau et de glucose pour vivre. Cette cellule-là, comment elle va faire pour avoir accès au glucose pour faire de l'énergie ou de l'eau pour faire ses réactions chimiques? Bien là, dans ce cas-là, il faudra avoir un système de transport qu'on verra éventuellement dans la session, parce que si on n'a pas de transporteur ou de mécanisme moléculaire particulier, ces molécules-là ne pourront pas entrer parce que la membrane de la cellule est faite de graisse, donc de lipides. Dernière petite chose, donc évidemment, il y a un peu de par cœur, vous êtes capable d'apprendre ces 2 molécules-là pour me dire que c'est des non polaires, des polaires, pardon, donc des liaisons covalentes polaires. Ce mot-là n'existe pas ici. C'est vraiment une molécule polaire. Maintenant, le petit symbole ici, quand vous allez voir ça, le delta, delta moins, delta plus, ça veut dire électronégativité. Je sais que dans certains cours de chimie, ils vous font calculer ça. Vous ne ferez jamais ça avec moi, bien sûr. Vous n'apprendrez pas les chiffres et tout. La seule affaire que je vous demande, c'est si vous voyez ces signes-là, ça amène une confusion, mais faites attention. Le delta moins sur l'oxygène veut dire que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Okay? Et là, ça veut dire que, selon la définition que je vous ai donnée, s'il est plus électronégatif, ça veut dire que c'est plus facile pour lui d'attirer un électron.
Donc, il attire un électron plus facilement. Puis là, ça vous induit en erreur parce qu'un électron, c'est chargé négativement. Puis là, vous voyez le delta moins, puis là, les moins, ça ne fonctionne pas. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas comme ça, il faut le raisonner. Donc là, ici aussi, c'est un petit peu du par cœur, mais si vous connaissez par cœur la définition de l'électronégativité, c'est une chose, donc capacité d'attirer l'électron, et que vous vous souvenez qu'un delta moins, ça veut dire qu'il est plus électronégatif. Donc, ça veut dire que l'électron qui va être partagé ici entre l'oxygène et l'hydrogène va avoir tendance à aller plus vers l'oxygène. Mais ce n'est pas une réaction ionique. Donc, l'oxygène ne va pas capter complètement l'électron. Il va le partager. Mais ce n'est pas un partage égal, c'est un partage inégal. Donc, oxygène tire un peu plus fort sa corde qu'hydrogène. Donc, il y a une capacité d'attirer l'électron un peu plus. Donc, il est plus électronégatif, mais pas assez pour complètement voler l'électron. Il reste partagé, mais il va avoir tendance à être plus collé sur l'oxygène que l'hydrogène, bien que l'électron appartienne aux deux atomes. Okay? Donc, c'est l'application de la définition de l'électronégativité, en fait. Et maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, peut-être que vous en souvenez pas, mais rapidement, je vous ai parlé des molécules exceptionnelles. Donc, généralement, je vous disais, une molécule aime l'eau ou aime les graisses, mais n'aime pas les deux. Mais il y a des exceptions. Il y a quelques exemples dans votre corps. La plus importante qu'on va voir, c'est les phospholipides. On vous dit que c'est une molécule amphipathique. Ça veut dire quoi? Amphi, ça réfère à deux, en fait. Amphipathique, c'est que la molécule aime l'eau et la graisse. C'est exceptionnel, mais il y a une partie de la molécule qui est lipophile, puis une partie de la molécule qui est hydrophile. Ou il y a une partie de la molécule qui est hydrophile et hydrophobe, ou il y a une partie de la molécule qui est lipophile, lipophobe, peu importe comment vous l'alignez, mais d'une autre manière, on pourrait dire qu'il y a une partie de la molécule qui aime l'eau, puis l'autre partie qui n'aime pas l'eau. Okay? Donc, il y a une partie qui est vraiment polaire, la partie qui aime l'eau, puis l'autre partie de la molécule qui est non polaire n'aime pas l'eau, ou elle aime les graisses. Donc, la partie non polaire est lipophile ou hydrophobe. Comment c'est possible? C'est simplement qu'il y a deux composantes dans la molécule. Donc, le phospholipide qui est ici, c'est l'élément. Donc, un phospholipide, c'est simplement, on verra ça en détail éventuellement, mais c'est une molécule, une graisse qui forme la membrane cellulaire. Et on verra éventuellement le détail pratique de tout ça, mais on peut vous dire qu'il y a une partie de la molécule ici que je pointe qui est polaire. Donc, elle aime les molécules d'eau, c'est hydrophile. Mais l'autre partie de la molécule qui est ici est non polaire. Elle aime les graisses. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une molécule qui va travailler un petit peu, qui se comporte d'une façon un peu particulière parce qu'elle aime les deux, en fait. Okay? Donc, elle a une partie hydrophile versus hydrophobe. Donc, ces molécules-là, on les appelle des molécules amphipathiques. C'est donc la définition surtout que je vous demande. Et un exemple de molécule amphipathique, si je vous demande d'en nommer un, c'est un phospholipide, première question. Deuxième question, je peux vous demander aux examens, une molécule amphipathique, c'est quoi? Ou donne-moi une définition, ou explique-moi qu'est-ce que ça veut dire. Et ça veut simplement dire que c'est une molécule qui a les deux possibilités, les deux capacités. Elle peut être à la fois polaire et non polaire, donc aimer l'eau et pas aimer l'eau en même temps. C'est donc exceptionnel parce que, comme je vous le disais, la plupart des molécules sont soit polaires ou non polaires. Et n'oubliez pas, on est toujours dans les molécules, évidemment, covalentes. Donc, on est toujours dans le concept de partage d'électrons. C'est vraiment des sous-classes des molécules covalentes. Maintenant, pour terminer la capsule, quelques petites questions pour voir si vous avez bien compris les concepts. Donc, on vous donne ici en question 1 une liste de substances. On vous demande laquelle est la base. Donc, la base, je vous avais dit que c'est un composé ionique et qu'il y avait deux définitions. On libère, donc, soit qu'on capte les hydrogènes, puis également, c'est des substances qui non seulement captent les hydrogènes, mais généralement, on retrouve un groupe OH dans les bases. Donc, si je regarde l'ensemble des éléments, il y en a juste une qui possède un OH. Donc, il y a des O ici, dans le CO2 et tout ça, mais OH, il y en a juste une. Donc, c'est le KOH qui est la base. On vous demande ensuite de trouver la substance hydrophobe. Donc là, c'est difficile par le fait que vous n'avez pas encore commencé à étudier, mais quand vous allez apprendre par cœur les substances que je vous ai demandées, je vous avais dit qu'il y avait 3 substances à apprendre pour les substances non polaires. Il y avait le non polaire, il
il y avait quoi? Il y avait le CO2, l'oxygène et les triglycérides. Et ça, je vous avais dit que c'était pour les molécules non polaires. Et vous savez aussi que les molécules non polaires, que c'est des molécules qui n'aiment pas l'eau, donc qui sont hydrophobes. Alors, pour comprendre cette question-là qui semble difficile, il faut faire deux liens, en fait, avec deux concepts. Hydrophobe, là, vous vous posez la question, est-ce que c'est une molécule polaire ou non polaire? Vous vous souvenez que c'est une molécule non polaire quand vous allez avancer dans votre étude. Et, pardon, je me flèche, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Donc, une molécule hydrophobe, c'est une molécule non polaire, donc on va faire la flèche ici. Et ça, vous vous souvenez de ça. Et quand vous allez avancer votre étude, non seulement vous allez vous souvenir de ça, mais vous allez vous souvenir aussi qu'une molécule non polaire, donc c'est hydrophobe. Et quelle substance j'ai demandé d'apprendre? 3. Les 2 gaz respiratoires et les triglycérides. Donc, une fois que vous savez ça, ben, il y a 2 réponses possibles ici. Vous pouvez me parler de l'oxygène et du CO2. Okay? Donc, c'est les 2 seules substances que vous aviez appris qui étaient hydrophobes. Le sel, comment on fait? Ben, premièrement, il faut déterminer les substances qui ont 2 atomes, qui vont être chargés positivement, négativement, donc cation et anion. Et il ne faut pas que ce soit un acide, il ne faut pas que ce soit une base. Donc, exemple, ici, j'ai KOH, une molécule qui est une base à cause du groupe OH. Je n'ai pas d'acide, mais si j'avais, exemple, un HCl, ben là, j'ai une substance qui libère un hydrogène, c'est un acide. Lequel qui ressemble à cette structure de cation-ion, mais qui n'a pas d'OH ou d'hydrogène, ben c'est le MgCl. En fait, ça ressemble beaucoup à un NaCl. C'est un sel ici, tout simplement. Donc, c'était la bonne réponse. Et lequel représente un atome, faire attention, il pourrait y avoir un petit piège pour certains. C'est vraiment He, qui est l'hélium. Donc, ça, c'est un atome. Parfois, j'ai des gens qui me disent que l'oxygène, c'est un atome. C'est faux, parce que le petit indice 2 ici veut dire que j'ai un atome d'oxygène attaché à un autre atome d'oxygène. Donc, ici, c'est une molécule d'oxygène. Ici, j'ai juste un atome. Donc, aussitôt que j'ai 2 ou plusieurs atomes, exemple le carbone avec le H4, ici, le méthane, j'ai 5 atomes, 1 carbone plus 4 hydrogènes. Ici, j'en ai 2. Ici, j'ai un atome de magnésium avec un chlore, ça m'en fait 2. Donc, il y a juste l'hélium qui en a 1, donc c'est le seul qui est un atome. Question 2. Un ion qui possède plus de protons, donc c'est des charges positives, que d'électrons qui sont des charges négatives. Donc, c'est un ion qui est chargé positivement. Si j'ai plus de protons, de charges positives, exemple Na+, il y a plus de charges positives, on va marquer un plus. Donc, dans le fond, c'est une question déguisée pour vous demander un ion qui est chargé positivement. Le nom, c'est quoi? C'est un cation. Ça, c'est la bonne réponse. Si on vous avait parlé d'un ion chargé négativement ou qui a plus d'électrons, ben on parlerait d'anion. Mais dans ce cas-ci, la bonne réponse, c'est un ion positif, donc cation. Quand 2 atomes partagent une paire d'électrons, donc on est dans des molécules covalentes, si c'est une paire d'électrons, ça fait un lien simple, donc c'est une liaison covalente simple, ça c'est la bonne réponse. Et la dernière question, la 4, des molécules qui sont formées lorsque des électrons sont partagés de façon inégale. Donc déjà le mot partage veut dire qu'on est dans les substances covalentes. Donc un sel, ça ne peut pas être bon parce qu'ici on a une molécule, c'est une molécule ionique. Acide, base, sel, on a dit que c'était des ioniques, donc ils vont être capables d'arracher, de voler complètement l'électron. Alors dans ce cas-ci, c'est vraiment un partage. Donc, il faut que ce soit covalent. Dans les molécules covalentes, on a vu polaire et non polaire. Donc, déjà, il y a 2 réponses possibles. Si je vous dis que c'est inégal, donc, si c'est inégal, c'est une molécule polaire. Donc, C, c'est pas bon. A, c'est pas bon. B, molécule covalente, ça veut dire qu'on partage inégalement. Une molécule covalente polaire, ça veut dire qu'on partage de façon inégale les électrons. Donc, en 4, la bonne réponse, c'est molécule polaire. Alors voilà, ça termine cette capsule sur l'introduction de la chimie. Donc, c'est toujours un cours d'introduction pour les 2 prochaines capsules également. Ce qu'on va voir éventuellement, on va compléter les notions de base de chimie dans la prochaine capsule. Et, tranquillement, pas vite, on va retourner vers d'autres notions de base de la biologie. Donc, on va s'intéresser entre autres aux différents transports moléculaires pour les différentes substances. Mais avant ça, on va définir justement les grandes 4 familles de molécules organiques qu'on retrouve dans vos cellules.
Donc, les graisses, les sucres, les protéines et les acides nucléiques comme l'ADN. Donc, ça va être vraiment les sujets qu'on va discuter dans les prochaines capsules. Donc, pour terminer, je vous souhaite une très bonne étude. Et si vous avez des questions, comme toujours, vous me posez vos questions par Mio. Ça me fera très plaisir d'y répondre. Et sinon, on se revoit dans une prochaine capsule.